Salut à tous, c'est Frafnir, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la fin de Game of Thrones avec JR. Salut JR. Salut. Alors je sais que la fin de Game of Thrones a fait beaucoup débattre, beaucoup fait parler d'elle. On sait qu'il y a une pétition qui a été mise en ligne, que certaines personnes ont signé, plus d'1 million de personnes après sa mise en ligne. C'est ça, pour réécrire complètement la saison 8. Voilà, elle a été mise en ligne après le 4e épisode de la série, de la saison 8. Je rappelle, cette vidéo va bien entendu spoiler, alors je vais mettre une grande bannière spoiler. Alors ne regardez pas cette vidéo si vous n'avez pas regardé les 8 saisons, ou alors si vous regardez pas la série, vous pouvez regarder la vidéo, voilà, mais par contre on va spoiler un max. Alors Game of Thrones, c'est quand même la série la plus piratée de tous les temps, et elle a coûté, alors pour rappel, la dernière saison a coûté plus de 15 millions de dollars par épisode. C'est ça, 16 millions par épisode, ça fait près de 3 fois le budget d'un film français moyen par épisode. La dernière saison, elle a fait quand même 90 millions de dollars pour les 6 épisodes. Alors, pourquoi elle fait aussi cher par épisode? Pour rappel, la saison 6, elle a fait 100 millions de dollars, donc la saison 6 a coûté plus cher. Mais là, il y a moins d'épisodes, du coup ça revient moins cher. Donc, pourquoi ils ont voulu raccourcir les épisodes? Alors, il me semble que tu avais une explication peut-être Le nombre d'épisodes a été raccourci, alors d'abord par volonté des showrunners qui dès le début, dès qu'ils ont planifié la série, voulaient la faire en 75 heures maximum. Donc ça nous fait 73 épisodes, ce qui est complètement logique. Et puis aussi par fatigue des équipes, les équipes de tournage qui sont plus ou moins globalement les mêmes depuis le début et qui ont fait quasiment toutes les saisons. Et la saison 8 aura été particulièrement fatigante pour eux parce que il faut savoir que l'épisode 3, qui est l'épisode de la bataille de Winterfell, entièrement tourné de nuit, a quand même pris 55 nuits de tournage, donc de travail dans l'hiver 2017-2018. Et donc les équipes étaient très fatiguées. Et malgré les propositions de rallonge de budget de HBO, Donc HBO a proposé aux showrunners d'allonger le budget du coup. Tout à fait, pour qu'ils fassent plus d'épisodes, pour qu'ils se fassent une saison 8. Ce que tu dis, c'est qu'ils se sont eux-mêmes contraints à 6 épisodes dans la saison. C'est ça, c'est exactement ça. Donc. Parce que là, il faut quand même rappeler, on a dit 16 millions de dollars par épisode. Pour rappel, les premières saisons faisaient entre 6 et 8 millions de dollars par épisode. Alors c'est déjà énorme, comme on a dit, par rapport à un petit film français. Mais c'est rien à côté de la dernière saison, notamment tous les effets spéciaux, la mise en scène, le montage. Et alors on parlait que cette dernière saison, elle s'est beaucoup fait épingler. D'ailleurs, cet épinglage, cette reprise sur les réseaux sociaux, ça date de la saison 7. Beaucoup d'erreurs ont été mises en avant, comme je peux penser à la scène des dragons. Peut-être que tu vas expliquer l'histoire du dragon avec Daenerys, c'est le sauvetage en dragon. C'est ça, une temporalité vraiment plus que bancale à la fin de la saison 7, puisque... Alors pour matérialiser l'attente, déjà ils ont fait se mettre les personnages au milieu d'un lac gelé avec les spectres, les zombies qui pensent qu'ils ne peuvent pas traverser pour créer un effet d'attente, pour montrer qu'ils peuvent attendre, mais bon, en plein froid c'est déjà pas très réaliste. Le temps que le corbeau qui envoyait Daenerys arrive jusqu'à Père Dragon, puis que Daenerys aille en dragon de Père Dragon jusqu'au nord du mur. Ouais, parce que là, il y a quand même plusieurs milliers de kilomètres, parce que Père Dragon, c'est Dragonstone. Dragonstone, c'est au niveau de Port-Réal, de King's Landing. Et le corbeau, du coup, il a dû parcourir au moins ces 4-5 000 kilomètres, et puis les dragons ont dû parcourir les 4-5 000 kilomètres. Alors on ne sait pas à quelle vitesse vole un dragon, sans doute très vite, mais ça fait quand même plus rapide que la plupart des avions de ligne aujourd'hui, puisqu'elle l'a fait en moins de 8 heures. Et donc ça c'est un exemple, mais on peut penser par exemple, je sais pas si tu te rappelles, Vert, quand elle découvre la solution dans le livre, tu vois, Vert, c'est la femme de Sam. De Sam Tarly. Quand elle découvre quelle solution déjà dans un des livres Elle découvre que le mariage du prince Rhaegar Targaryen avec Elia Martell, donc avant la rébellion de Robert, Baratheon, avait été annulé. C'est ça qu'elle découvre. On a une sauvageonne qui sait lire et qui lit même très très bien en diagonale, puisqu'elle trouve immédiatement un élément qui a échappé à tous les sages en fait du royaume, donc c'est quand même assez impressionnant. Ça c'est un petit panel des petits problèmes qui ont émaillé la saison 7, et puis la saison 8, on n'en parle même pas, mais ça s'est multiplié, l'intrigue. Les spectateurs ont souligné qu'elle semblait manquer de cohérence, ou alors plutôt tomber dans les dérives des grands shows hollywoodiens en fait, c'est-à-dire
pas forcément incohérentes, mais des facilités d'écriture. Alors C'est je sais ça. pas si t'en as un comme ça à illustrer. Oui, une facilité d'écriture. La scène, alors à la fin de l'épisode 4, qui est officiellement une scène de négociation avec Missandei prise en otage par les Lannister. Ouais, il y a Et Cersei où et tout. Daenerys se retrouve devant les murs de Port-Réal avec juste une garde rapprochée. Voilà, la reine Cersei ne lui fait absolument rien alors qu'ils ont d'immenses arbalètes, les Oui, scorpions c'est vrai, c'est là, postés il sur pouvait les tirer murs. sur le dragon, il pouvait éliminer. C'est-à-dire, on présente Cersei comme une personne machiavélique. Ben, Oui, même si c'est pas comme dans le livre, dans la série, c'est vraiment quelqu'un de génial. Et finalement, c'est qu'est-ce qu'elle attend? Là, elle peut mettre fin à la guerre, s'embêter des conventions diplomatiques, c'est quand même assez étrange à ce niveau-là. c'est Surtout ça. d'un adversaire qui a un dragon, du coup. C'est exactement ça. Et bah justement, autre facilité scénaristique, c'est la mort du deuxième dragon, la mort de Rhaegal, complètement aléatoire, C'est-à-dire, qui est elle juste voit là pas, pour elle l'effet voit de pas une surprise. flotte. Elle voit pas une flotte qui arrive derrière une île, et par contre, il y a un dragon qui se fait abattre par quelques arbalètes sur une flotte. Par contre, le dragon, il échappe à toutes les arbalètes de Port-Réal, de la flotte Greyjoy. C'est Dracarys, c'est ça C'est son deuxième dragon, celui qui a. c'est Rhaegal. C'est Rhaegal, c'est ça Ouais, c'est ça. Je confonds. C'est Viserion le premier qui est tué par Viserion le le roi de la nuit. premier. Et est-ce que tu connais le nom du troisième? Drogon. Drogon. Et maintenant, nous avons un expert. Beaucoup de gens ont souligné la prévisibilité de la dernière saison. Moi, personnellement, j'ai pas vu venir le final. Hein. Prévisible ou pas, j'ai pas vu venir le couronnement de Bran. Je pariais complètement autre chose. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur mon Twitter, j'avais fait un pari qui s'est révélé complètement à côté de la plaque. Mais du coup, s'il y a tant de gens qui font ce constat, là, on va vous proposer quelques explications. Alors, 2 explications pour essayer d'analyser cette 8e et cette 7e saison. Oui. Alors, la première explication, elle vient d'un thread Twitter du professeur de philosophie Daniel Silvermint. Alors, selon Daniel Silvermint, on peut opposer 2 idéotypes de méthodes d'écriture que sont les plotters, comment tu dis Plotters. les plotters et les pansters. Je vais te laisser prononcer. Hein. Pansters. Alors, je vais pas les plots et les pantalons. Hein. Voilà, plot, c'est pour intrigue. Donc, les plotters, ils commencent par écrire un résumé général. C'est-à-dire que quand ils écrivent un livre, en gros, ils l'écrivent en forme, en quelques pages, en résumé. Ils savent déjà la fin, ils savent déjà les retournements. Et puis, après, ils écrivent le livre. Après, ils donnent une fonction au personnage. Alors que les pansters, ce qui veut dire fly by the seat of your pants. Donc, en gros, c'est... ils écrivent... En fait, c'est un peu un jeu de rôle. Ils écrivent la base, les personnages, les villes, la carte, je sais pas, ils détaillent ça. Et après, ils laissent tout pousser. C'est-à-dire, vraiment, il y a Martine qui plante dans son jardin, puis qui laisse pousser, qui laisse cette grande végétation. Surtout que Martine, c'est quelqu'un qui est très très doué là-dedans. C'est-à-dire, il peut cumuler beaucoup d'intrigues très précises. Et du coup, on se retrouve avec des intrigues très sinueuses. Et comme les spectateurs attendent une fin, puisque c'est un peu une sorte de convention du conte très admise, c'est très difficile après de recouper toutes les intrigues et de les faire converger vers une seule et même fin quand tu as fait tout pousser dans tous les sens. C'est-à-dire, là, je sais pas où ça en est dans le livre, il y a Daenerys qui a Myrène. C'est ça qui vient d'être faite prisonnière par les Dothraki. Voilà, il y a Stannis Baratheon qui est encore dans le nord. C'est ça, il n'est pas mort. On a toutes les intrigues de Dorne et des Greyjoy qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus développées. Et le dernier livre se termine par un cliffhanger, un moment de suspense à Port-Réal qui n'est pas dans la série, puisque après deux livres d'absence, on retrouve Varys qui assassine la main du roi Kevan Lannister, le grand-oncle de Tommen, dans le but d'augmenter la paranoïa de Cersei, et de déstabiliser le royaume. D'accord, donc vraiment, non seulement les livres ont du retard, c'est-à-dire beaucoup de gens ont dit que le problème de la trame, c'est que les livres avaient du retard. Daniel Silvermint dit, les livres ont du retard. Les scénaristes ne peuvent plus s'appuyer sur les livres. Daniel Silvermint dit que c'était pas vraiment ça le problème, c'est surtout que la trame en plotters qu'utilisent les scénaristes, c'est une trame qui consiste à écrire la fin et puis à développer les fonctions des personnages. Donc ça fait souvent apparaître des fonctions très précises. On voit le rôle des personnages dans le récit. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, hein. C'est deux méthodes qui se valent. Alors que Martin, c'est vraiment quelqu'un qui excelle dans la vision, chacun part dans son sens, chaque personnage, c'est-à-dire tu te mets à la place du personnage, puis tu essaies d'imaginer, alors qu'est-ce que je ferais si j'étais Varys, qu'est-ce que je ferais si j'étais Daenerys, et voilà, et je le fais agir en conséquence. Et alors ce qui s'est passé, là où vient le blocage, c'est qu'après la saison
5 au cours de la saison 6, on pense à peu près. David Benioff et Daniel Brett Weiss, c'est ça? C'est ça. C'est les deux scénaristes principaux de la série. D&D. Voilà, ils ont fait le choix de prévoir un atterrissage. C'est-à-dire, ils se sont dit, bon, maintenant, on arrête le développement de la série, c'est-à-dire le jardin a assez poussé, et en fait, on reprend, eux, ils sont formés, c'est des plotters, on va dire, la série doit s'arrêter en 2 saisons, bon, 2 saisons de 6 et 7 épisodes, et à un point T, et elle doit s'arrêter à ce point T, et du coup, ils se sont posés, ils ont regardé tous les personnages devant eux, ils ont dit, quelle fin on va tous leur donner. Et c'est comme ça que lui, il explique que non seulement les sénateurs, n'importe quoi, c'est... je sais pas quel rapport avec la République française, là. Les spectateurs ont ressenti un décalage entre le moment où on a chaque personnage qui devait faire sa propre intrigue, qui était son évolution était très réaliste par rapport à lui-même, et ce moment où ils sont tous devenus des personnages fonctions qui convergent vers un point A, et où on a eu par exemple, je sais pas, l'explosion du grand septuaire, Tam s'enlève une trame. C'est pas comme ça que j'aurais le plus illustré. Toi, Je trouve que ce qui est vraiment très flagrant, c'est que on a l'impression vraiment c'est sur l'intrigue de Daenerys justement, qu'ils ont vraiment tracé une ligne entre ce point à la fin de la saison 6 où elle débarque à Westeros avec des armées, des alliés, 3 dragons, donc au sommet de sa puissance, et à la fin de l'histoire, elle se retrouve désemparée à brûler des civils. Ils ont tracé une ligne entre ces 2 points et ils ont rempli l'intrigue entre les deux. Oui, d'ailleurs, il y a une blague ça. que Martin il faisait souvent, c'est The Dragons are on the way. Daenerys qui est coincée à Meereen et on ne sait plus ce qu'elle fait. Et Martin ne sait plus forcément ce qu'elle fait, c'est-à-dire il est arrivé à un moment où il y a vraiment trop de végétation et il a du mal à faire ramener l'intrigue de Daenerys sur Westeros, voire même à lui trouver une raison réelle d'aller sur Westeros en fait. Ce décalage qu'on ressent, alors le pire dans le décalage, c'est la fin des Marcheurs Blancs. Ah oui. La fin des Marcheurs Blancs, c'est plus une finition avec le développement des Marcheurs Blancs, c'est ce développement très mystérieux où petit à petit on nous lance des petits éléments, les sculptures un peu glauques, tu sais, des Marcheurs Blancs dans les forêts, les massacres, le bébé là qu'on voit dans le Nord, je sais plus dans quelle saison, tu sais, où ils ont transformé un bébé en Marcheur Blanc. Oui. Je sais plus comment s'appelait le... C'est les fils de Craster, voilà, le sauvageon. Donc Craster donnait volontairement des enfants aux Marcheurs Blancs en échange qui n'attaquent pas de non-agression. C'est ça. On a toute une intrigue qui s'est développée et là ils ont dû mettre fin. Donc quand Arya, oui désolé, quand Arya tue le roi de la nuit et que ça détruit instantanément tous les Marcheurs Blancs, on n'a pas plus d'explications sur l'origine des Marcheurs Blancs. Alors peut-être que ça va venir dans une autre série vu que c'est ce qu'ils semblent avoir prévu. Mais reste qu'on n'a pas d'explication supplémentaire que 2-3 illustrations dans les visions de Bran. Le rôle de Bran complètement ignoré, le rôle de Jon Snow complètement ignoré. C'est-à-dire qu'en fait on va avoir une non-correspondance entre le lore des personnages, c'est-à-dire leur développement personnel qui inciterait à dire que c'est Bran qui a la clé du dénouement des Marcheurs Blancs ou c'est Jon Snow qui l'a. Mais on va vraiment tomber dans l'intrigue. C'est Arya qui à ce moment-là est la plus pertinente pour pouvoir remplir la fonction d'éliminer le roi de la nuit. Dans un Deus Ex Machina, c'est-à-dire ils sont vraiment allés trop loin, ils sont obligés d'opérer par un Deus Ex Machina. C'est ça. Donc voilà, et donc comme on a une planification qui est très récente, c'est-à-dire au cours de la saison 6, fin de la saison 5, on ne sait pas trop, et ben ça crée vraiment un décalage pour les spectateurs. La saison 7 et la saison 8, elles ne ressemblent pas au reste de la série. Alors ça c'est cette première explication, tu as peut-être des propositions à rajouter C'est ça, bah on pourrait imaginer justement conformément à cette pétition, justement une réécriture alors notamment de la dernière saison, de la résolution de l'intrigue, mais globalement de toutes les saisons 7 et 8 pour les rendre plus conformes à ce qui a été fait avant. Je ferais un peu remonter aussi à la saison 6, tu vois. Pour moi, ça s'est pas vu quand j'ai regardé la saison 6, mais avec le recul, c'est aussi vraiment là-dedans qu'on commence à vraiment couper des intrigues aussi. Ouais, on coupe des intrigues, mais pour les personnages principaux, les intrigues continuent d'avoir du sens, même si c'est vrai qu'on sent monter un petit peu les solutions de facilité. Les Martels, c'est dans quelle saison qu'ils sont... Alors on aperçoit Dorne pour la première fois dans la saison 5. Et c'est à quelle saison 4 Ah non, 5 parce que c'est comment il s'appelle, Oberyn dans la saison 4. C'est ça, et Larya Sand à la fin de la saison 5, elle empoisonne la princesse Myrcella, puis au tout début de la saison 6, elle assassine le prince de Dorne. Voilà, donc peut-être même que le point T, le moment où ils ont commencé à rediscuter de ces planifications, c'est au début de la saison 6 en fait. Ouais, entre les saisons 5 et 6, la bascule de l'histoire, je dirais.
Mais du coup, c'est ce qui a été fait d'ailleurs par une chaîne YouTube qui s'appelle Hello Future Me. Donc je mettrai tous les liens en description, hein. N'hésitez pas, on vous mettra des sources. C'est cette chaîne YouTube qui a essayé de changer de donner plus de sens à la fin de l'histoire en changeant un minimum d'éléments, c'est-à-dire uniquement en changeant la résolution de la bataille de Winterfell et les épisodes 5 et 6. En donnant des fins alternatives qui soient plus conformes aux choix précédents des personnages. Ce qui est plus flagrant, par exemple, c'est, comme je disais, avec Daenerys. Daenerys, toute son intrigue est construite sur le fait qu'elle fait des choix pour être en faveur, en gros, des peuples qu'elle délivre. Ouais, c'est la libératrice. C'est la libératrice. Brise de Ocean, je crois. C'est ça. Son ambivalence se joue simplement sur le fait qu'elle peut être cruelle avec ses ennemis, avec les gens qui s'opposent à elle, ou avec les oppresseurs desquels elle délivre les peuples. Mais tout en essayant de ne pas retomber dans le schéma des Targaryens. C'est-à-dire qu'elle, tout ce qu'elle veut faire, c'est se distinguer de ce qu'a été sa lignée, en tout cas, comment a fini sa lignée, surtout. C'est ça, et d'ailleurs, il y a même plusieurs personnages qui sont là autour d'elle pour lui rappeler. Dans les premières saisons, on pense à Sir Barry Selmy, qui avait été garde royale sous le roi fou, puis qui l'a rejoint. Oui, et même à Tyrion, qui à un moment lui mentionne également le roi fou. Et donc on pourrait réécrire la fin de Daenerys, qui du coup n'a pas de sens. On pourrait l'imaginer, on peut jouer sur ce côté ambivalent, ce côté cruel, où on pourrait imaginer qu'elle, par exemple, qu'elle brûle des soldats Lannister qui se seraient rendus, ou qu'elle brûle éventuellement des déserteurs. Ça aurait pu être un filon, hein, avec Sansa qui prévient que les soldats sont fatigués, les Nordiens qui se sont trop battus, hein, on pourrait imaginer des Nordiens qui désertent la bataille de Port-Réal et Daenerys qui les brûle sous les yeux de Jon. Elle se retourne contre ses alliés en plus parce qu'elle n'aime pas Sansa. Voilà. Elle ne s'apprécie pas. C'est ça, mais qui ne se tourne pas contre la population civile. Et pour la mort de Daenerys à la fin, on pourrait même imaginer que justement, face à une bataille trop difficile à Port-Réal, elle renonce à utiliser sa pleine puissance de feu et où elle finit tuée en pleine action, ce qui serait quand même plus conforme à son personnage, et d'ailleurs plus conforme à sa vision dans la Maison des Non-Mourants, dans la saison 2. Cette fameuse vision où on la voit s'approcher du trône, ne pas toucher le trône pour aller vers le mur, et au-delà du mur, retrouver Khal Drogo dans sa vision. Ce qu'elle montre, cette vision, c'est que Daenerys renonce au trône, elle renonce à le toucher, elle renonce à s'y asseoir. Alors d'abord pour aller se battre contre les marcheurs blancs, et on pourrait s'imaginer une résolution de l'arc de Daenerys avec le renoncement à son désir le plus profond, qui est le désir de régner, pour être conforme à ses valeurs, à ce qu'elle veut être, c'est-à-dire finalement ne pas être la libératrice. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'en plus ça serait plus conforme à l'idée que je me faisais de Cersei Lannister, mais en tout cas dans la série, parce que finalement Cersei, quand on apprend qu'elle n'a plus de... C'est quoi? C'est pas des arbalètes, c'est des... Les scorpions. Quand elle n'a plus de scorpions, je m'attendais vraiment à ce qu'elle ait un autre plan, un poison, un truc comme ça. Là on nous présente vraiment, c'est comme Tyrion, ça nous présente des personnages machiavéliques, ou des personnages qui sont du moins conçus comme des grands stratèges, et qui se font battre très facilement. Alors moi je pense que c'était possible que Cersei se fasse battre très facilement, on aurait pu insister sur le fait... C'est pour ça que la série aussi peut-être dû prendre plus de temps. On aurait pu insister sur le fait que Cersei est devenue, je sais pas, prétentieuse, orgueilleuse et qu'elle se laisse savoir. Trop confiante. Trop confiante. Mais comme ça va trop vite, on le sait pas. D'ailleurs, Cersei, elle est très peu montrée dans cette dernière saison. Oui. On voit que certaines scènes qu'elle a, notamment je pense dans l'épisode 1, ont été rajoutées juste pour que l'actrice, qui est une des grandes actrices de Game of Thrones, ait du temps à l'écran. La fin du personnage de Jaime aussi, qui est particulièrement étrange. Parce que... Oui, amoureux avec Cersei, la caverne qui s'effondre sur eux. C'est ça, et même... Alors, on peut s'imaginer un Jaime qui, à la fin de son arc de rédemption, alors, il s'est battu avec les vivants, il s'est battu aux côtés de Brienne, il a eu une aventure avec Brienne, mais qui se retourne vers sa sœur. Ça, encore, ça a du sens. Quand Sansa lui dit volontairement que sa sœur est en danger de mort, avec un petit regard assez mesquin, et que Jaime décide de retourner à Port-Réal... Ouais, de quitter Brienne et tout. C'est ça. Ça pourrait avoir du sens. Il retourne à Port-Réal, au départ pour la sauver, mais c'est quand même ignoré que Jaime sait que Cersei a essayé de le faire assassiner par Bronn, que Cersei a menacé de le faire tuer par la montagne quand il est parti. Alors, pour concilier son addiction à Cersei et aussi sa volonté de rédemption et sa
son ressentiment vis-à-vis de sa sœur, on pourrait le faire revenir à Port-Réal, mais découvrant justement un plan machiavélique de Cersei, ce que tout le monde imaginait, c'était que Cersei allait utiliser le feu grégeois à nouveau. Et que, d'ailleurs, on le voit, le feu grégeois, de toute façon, dans Voilà. l'épisode, mais pas contre Cersei, du coup. Il est déclenché involontairement, en fait. Et on pourrait s'imaginer, surtout dans les livres, il y a énormément de signes annonciateurs que Cersei est fascinée par le feu grégeois. En plus, ça ferait un parallèle entre elle et le roi fou, que Jaime a déjà eu à tuer par le passé. Et du coup, ça serait Jaime qui se chargerait de Cersei dans cette optique-là. Voilà. Ce qui correspondrait en plus à la prophétie des livres, qui est que le Cersei, après la mort de ses 3 enfants, serait assassiné par le Valonqar, ce qui signifie le petit frère en haut valyrien, ou la petite sœur d'ailleurs. C'est ça, ils disent ils sont jumeaux, mais c'est de Cersei qui est sorti en premier. C'est ça, c'est mentionné au moins 3 fois dans les romans. Donc a priori, c'est pas pour rien. Martin insiste là-dessus. Et alors, on pourrait les imaginer mourir ensemble. Hein. Par exemple, Jaime de désespoir ou vraiment pour sauver la population, pour essayer de sauver à nouveau la population, assassine sa sœur, puis lui-même est tué par la garde royale et on les voit mourir ensemble, mais ça aurait plus de sens. D'accord. Et tout à l'heure, j'ai parlé des personnages. Alors, j'ai dit Sansa et Daenerys ne s'apprécient pas. Alors là, j'ai été faux, parce que c'est pas qu'elles ne s'apprécient pas, c'est que leurs intérêts sont divergents avant tout. Oui. C'est là qu'on voit un peu une approche plus structurelle de Game of Thrones. Et c'est peut-être la deuxième explication sur laquelle nous allons arriver, donc peut-être te laisser la présenter. C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que, en plus d'avoir un changement d'écriture du scénario de Panster en plotter, on a également un changement de point de vue, un changement de mode narratif. David Benioff et Daniel Weiss, ce sont des producteurs hollywoodiens, des créateurs hollywoodiens, qui sont habitués justement au storytelling. Au fait de raconter les histoires. Oui, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est enseigné aujourd'hui, qui est enseigné partout dans les écoles de communication, même dans les écoles de lettres. C'est un mode de récit, c'est un mode de narration très commun. Voilà, qui est centré sur l'individu, sur le personnage principal, sur le héros ou sur l'anti-héros, qui devient l'élément essentiel de l'histoire. Ça a pour but de provoquer l'empathie du spectateur pour le personnage principal et de mettre la focale, l'intérêt de l'histoire à ce moment-là, c'est l'accomplissement individuel du personnage. Donc c'est une approche très psychologisante, c'est la psyché du personnage qui est au centre du récit. Voilà, on va plus développer le personnage par rapport à ce que les structures le poussent à faire, mais un peu comme au lieu de se mettre à sa place, voilà, on va le développer en rajoutant aléatoirement des éléments de caractère selon ce qui serait bien pour lui, comment on l'esthétise en fait. C'est ça. C'est d'ailleurs expliqué sur un blog par la sociologue Zeynep Tufekci. On a donc une disparition de certaines trames narratives, et une disparition même, un changement ressenti dans l'intrigue, précisément parce qu'on passe d'une narration sociologique, ou sociologisante, où on le voit dans les premières saisons, il y a des personnages principaux, mais s'ils disparaissent, les structure du monde de Westeros, du monde de Game of Thrones reste, et les autres personnages continuent d'agir. Ouais, puis leurs rencontres, leurs discussions, leurs agissements ne sont pas guidés par le personnage en lui-même, dans le sens ce que fera un personnage dans les jeux de rôle, mais parce que les structures le poussent à faire, c'est-à-dire le Stark qui doit descendre au sud servir le roi. C'est ça. Les conflits d'intérêts, les maisons, c'est-à-dire ils se détestent pas. Les personnages ne se détestent pas forcément parce que leur caractère les pousse à se détester comme on aurait dans n'importe quel film hollywoodien, mais parce que leur position les pousse à être en concurrence en fait. Ça. Sansa se retrouve plusieurs fois aux mains de psychopathes parce que, en tant que jeune noble et seule héritière présumée vivante d'une grande famille, dans ce monde-là, il faut la marier. C'est ça qui la pousse à être d'abord entre les mains du roi Joffrey, puis de Ramsay Bolton. D'ailleurs, on peut dire que son évolution à Sansa, c'est un peu une engeance par rapport à ce qu'elle a vécu. C'est-à-dire, on voit progressivement, ça je pense que c'est un des personnages les plus marquants, parce qu'on voit progressivement son évolution dans la série de quelqu'un qui est très, on peut dire naïf ou idéaliste. C'est l'archétype de la petite princesse. Mais qui tout au long de la série, son fil rouge, c'est quand même qu'elle veut le pouvoir. C'est-à-dire, dès le début, elle le dit, elle veut se marier avec Joffrey, elle veut le pouvoir, mais elle évolue et elle devient quelqu'un qui est un peu plus stratège, qui est quelqu'un qui est beaucoup plus... maligne, mais non pas parce que son personnage devient plus malin, mais parce que ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a dû vivre, c'est-à-dire les mariages avec les Arryn, les mariages avec les Bolton, les mariages avec
Baratheon Lannister, C'est ça. ça a amené un développement de son caractère. Alors qu'on pourrait citer du coup un contre-exemple avec ce développement qui est devenu dans les saisons 7 et 8 beaucoup plus psychologisant, beaucoup plus personnel, c'est la rencontre qui n'a absolument aucun sens dans l'épisode 5, pendant la bataille de Port-Réal, entre Jaime Lannister et Euron Greyjoy, qui sort de l'eau absolument par hasard au moment précis où Jaime passe sur la plage et où les deux commencent à se battre sans raison apparente. Voilà, aussi parce que Euron est juste présenté comme un psychopathe et un maniaque sexuel. Ça, c'est... Bon, déjà, le caractère de Euron, on ne reviendra pas dessus, mais c'est quelque chose qui est un peu décevant, effectivement. Et puis, c'est quelque chose qui aurait tout à fait son sens dans un film de super-héros ou dans une série quelconque, c'est-à-dire le fait que, oh, tiens, comme par hasard, tu tombes sur le méchant. Mais c'est logique, puisque c'est des personnages fonctions principaux et qu'ils ont leur évolution. Je n'ai pas de film de super-héros comme ça en tête, mais... il y a le super-héros qui tombe par hasard sur le méchant, par hasard sur un indice, mais c'est normal, c'est-à-dire que, en gros, c'est un peu la force dans Star Wars. Elle vient justifier tous les écarts narratifs, mais si elle n'avait pas lieu d'être, le film n'aurait pas lieu d'être. C'est-à-dire, si elle n'avait pas lieu d'être, les héros ils se rencontreraient pas, et du coup, ils n'auraient pas le développement qu'ils connaissent, et du coup, ça sert à rien de faire un film dessus. Ça veut dire, ça resterait de simples paysans sur Tatooine. Mais là, ça a du sens, puisque c'est le conte. C'est-à-dire, on développe le personnage centré sur lui-même, ses aventures. Alors que dans Game of Thrones, ça n'a pas de logique que Jaime rencontre comme ça Euron complètement par hasard et qu'ils s'affrontent, mais juste pour satisfaire le fait que les deux personnages ont leur confrontation finale, les deux amants de Cersei, voilà. C'est ça. Alors que, je sais pas, par exemple, on peut penser au fait que Brienne de Tarth et le limier se rencontrent dans je sais plus quelle saison, c'était à la fin de la saison 4. Mais là, c'est logique parce que Brienne cherche Arya. Et le limier doit reculer des Airiers, parce qu'au même moment aux Airiers, il y a eu l'assassinat de... C'est ça. Et le limier cherche, même s'il ne l'admet pas, il cherche aussi à protéger Arya. L'autre conséquence de cette narration psychologisante, c'est qu'elle laisse beaucoup de place, du coup on pourrait dire trop de place, au spectaculaire, à la grande image. Alors, ça peut être très bien, parce que l'image est quand même très bien travaillée dans Game of Thrones. Ah bah c'est sûr que c'était magnifique, moi j'ai beaucoup de plaisir à regarder le... Mais on a beaucoup montré des choses sans conséquence. C'est l'exemple de la fin du Roi de la Nuit. On a eu une belle image, mais on a eu la bataille. Voilà, la bataille était magnifique, mais on a eu du coup une ruine de l'intrigue. Parce que le Roi de la Nuit, justement, les Marchands Blancs étaient censés bouleverser les structures de Westeros, les structures des conflits entre seigneurs. Et puis c'est la mort qui avance, c'est quand même une belle métaphore de la mort qui est omniprésente, et quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses en tant que seigneur de Westeros, toi que tu fasses comme décision, que tu gagnes, que tu sois roi ou quoi que ce soit, à un moment, à la fin, il y a quand même l'hiver qui vient, il y a les marcheurs blancs qui arrivent. C'est une dynamique de tout centrer sur les personnages et de tout centrer sur le spectaculaire. Ce qui crève le plus les yeux, c'est la charge des Dothraki au début de la bataille de Winterfell. Parce que non seulement ça n'a pas de sens de faire attaquer la cavalerie frontalement face à une plus grande armée, et de plus, si Mélisandre n'avait pas été là, parce que, bon, sur le principe, il ne savait pas que Mélisandre allait arriver, si Mélisandre n'avait pas été là, les Dothraki auraient chargé avec des armes inefficaces contre les spectres. Puis c'est très beau, c'est très métaphorique, on voit les lumières qui s'éteignent, mais ça n'a pas... Tu dis, mais en plus, on sait que le Roi de la Nuit, il peut faire revivre les morts. Oui. Alors, tu dis, bon, je sacrifie. C'est-à-dire, dans une bataille normale, ça aurait peut-être un sens d'aller faire une charge pour déstabiliser l'adversaire et pour faire une reconnaissance, mais quand tu as des corbeaux, quand tu as des dragons, quand tu as un mur, et quand tu as des trébuchets, ben, tu fais pas ça. Là, il y avait vraiment moyen de faire une reconnaissance. C'est Bran, avec ses corbeaux, il a pu aller voir. C'était peut-être à lui de faire la reconnaissance, d'aller vérifier les armées. Je mettrai des liens sur des threads Twitter qui sont revenus là-dessus, de l'armée française sur Twitter. Et sinon, il y a aussi les Dothraki, on en parlait, mais dans l'histoire du trésor, qui revient, qui traverse les terres, et ils se font embusquer avec Jaime. Oui, c'est une bataille qui a absolument aucune conséquence... Parce que alors officiellement l'armée Lannister est détruite, mais elle est reconstituée 2 épisodes plus tard. Et puis Lor arrive quand même à Port-Réal. Et puis on n'a pas de personnage important qui meurt grâce à leur fameuse armure en scénarium. Voilà, en plus on voit Jaime qui plonge dans le lac, c'est ça, qui est sauvé par Bronn, qui arrive à temps, on sait pas trop comment, et surtout qui nage quand même super vite. Et puis surtout on a Jaime qui, alors son cheval peut galoper dans l'eau très peu profonde du lac,
Par contre, dès que Bronn le pousse de 2 mètres, Ça y Jaime est, coule. Ça y est, et en plus, il coule, c'est pas le lac genre de 20 mètres, c'est le lac de 20 mètres, tu vois. Ouais, C'est le truc, c'est une vraie piscine, c'est profond, quoi. C'est Et ça. puis cette inconséquence, on la retrouve dans les dialogues aussi. Dans les dialogues et au final dans tous les choix des personnages. Ce qui est très marquant par exemple, c'est que comme le personnage est programmé pour arriver quelque part, par exemple Daenerys, quel que soit le choix qu'elle fasse, c'est le mauvais choix. Quand elle écoute son instinct, bah, c'est le mauvais choix parce qu'elle massacre des gens, et quand elle écoute ses conseillers, ça ne marche pas non plus. Ouais, Daenerys ne peut plus faire le bon choix. C'est Tyrion, ah oui, il est génial, puis quand il est à Meereen, par contre, il fait n'importe quoi. D'ailleurs, on nous présente Tyrion comme génial, mais à part au service du roi Joffrey, Tyrion, il n'a pas été bien brillant au service de Daenerys. D'ailleurs, il ne me semble pas qu'il ait fait une seule vraiment action brillante, à part comploter contre elle à la fin. C'est ça, il devient juste un sidekick à partir Ouais, de... d'ailleurs, ça devient un assassin, ça aussi, ce n'est pas très cohérent par rapport au reste du personnage. Mm. Mais, et puis si je reviens sur les dialogues, c'est parce que la différence qui se fait, si on peut parler d'incohérence dans les dialogues, c'est parce que là, les dialogues, dans les premières saisons, ils étaient toujours utiles. On peut penser à ce fameux dialogue entre Varys et Littlefinger devant le trône. sur les différentes conceptions du pouvoir. Ouais. Voilà, ce ne sont pas des dialogues qui sont... Les dialogues servent toujours soit à, comme j'ai dit, à faire un plot twist, c'est-à-dire à développer les personnages, à développer le caractère, ou à développer les trames, mais surtout ils illustrent tout le temps les structures. C'est-à-dire que même si un dialogue en apparence il sert à rien, il illustre toujours les rapports de pouvoir. Les meilleurs c'était quand même les rapports de pouvoir à King's Landing, c'est-à-dire là où se jouait tout le pouvoir, c'est-à-dire quand Littlefinger et Varys discutent, c'est la société noble qui discute des événements à venir. Mais la preuve de cet effacement des structures, c'est qu'à King's Landing, moi c'est ce qui m'a marqué dès le début de la saison 7 et qui enlevait beaucoup de charme de l'intrigue de King's Landing, c'est qu'il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Il y a Cersei, sa main du roi, Jaime et Euron. C'est vrai que King's Landing, moi je me rappelle rien que la saison 4, c'est quand même l'une des plus intéressantes là-dessus. Où est la cour? Où est passée la cour? Il y a une cour gigantesque, puis on s'attend, tous les personnages de la cour finissent un moment ou un autre à apparaître. Je pense à celui qui après a rejoint les moineaux, là, qui a le Lannister. Oui, Lancel, le cousin Lancel. Lancel qui apparaît, on voit les relations entre le Tyrell, qui est Loras et d'autres membres de la cour, Renly Baratheon. Bon bref, il y a beaucoup de membres de la cour, il y a les Tyrell qui viennent un moment, il y a les Martell aussi. C'est-à-dire, en fait, le nœud des intrigues, c'est Port-Réal. Et le reste, c'est un peu le reste de la carte. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on voit vraiment la centralisation, le pouvoir. Alors que là, King's Landing, c'est vide. C'est une ville de RPG. Il y a 2-3 personnages intéressants et le reste, c'est des PNJ. Je reviens sur les dialogues, et les dialogues, le fait qu'ils soient incohérent n'est pas lié au fait que la fin est déjà prévue. Ça, j'ai repris l'exemple de Dostoïevski dans Crime et Châtiment. Crime et Châtiment, c'est déjà un spoil, rien que le titre. Mais l'objectif de Dostoïevski, c'est de nous dire dès le titre ce qu'il y a, ça c'est Crime et Châtiment. Mais si les dialogues sont aussi fins dans le livre, s'il y a autant de rebondissements dans les dialogues, c'est pas parce qu'on ne connaît pas on connaît la fin, mais c'est parce que les dialogues illustrent les structures, font entrer en scène de nouveaux personnages, montrent le développement psychologique du personnage principal, et laisse à chaque fois la porte ouverte à de multiples rebondissements. Dans Game of Thrones, c'est pareil dans les premières saisons, les dialogues, ils laissent à chaque fois de multiples portes ouvertes. Je pense aux dialogues notamment, les dialogues d'influence, d'inspiration légère, Catelyn Stark et Jaime Lannister. Ces dialogues qui au début semblent anodins, Catelyn qui s'énerve, qui ne parvient à rien faire, et finalement ça va beaucoup avoir... le personnage de Jaime Lannister est censé être beaucoup plus influencé par Catelyn que ce qu'il n'y paraît. Oui, parce que c'est le début de sa captivité auprès des Stark, c'est le début de sa rédemption, de son arc de rédemption. On peut penser aussi au dialogue entre Ned et Cersei. Donc on ne s'imagine pas que Cersei va d'un coup d'un seul faire assassiner le roi, alors qu'après coup on peut se rendre compte qu'elle s'est sentie menacée par les révélations de Ned, et donc elle a dû agir, et au final c'est ce qu'a fait Ned qui a poussé à la mort du roi. Ouais, ça c'est... Tout avait des conséquences. Dans les premières saisons, Robb Stark n'honore pas son serment d'épouser une fille Frey, ça le mène à sa perte. Et puis le personnage de Ned, c'est le caricature du personnage qui semble le personnage héroïque qu'on voit dans les films de super-héros, c'est-à-dire ce personnage qui est noble, qui est gentil, gentil dans le sens... qui est présenté comme gentil au spectateur, parce que ça se relativise, et qui fait n'importe quoi, c'est-à-dire que son action à King's Landing est désastreuse. Oui. C'est-à-dire, après, avec du recul, il n'aura pas dû s'y rendre. Et il est puni. Ce genre de personnage, style storytelling héroïque,
fantasy classique n'aura pas lieu dans Game of Thrones. C'est ça. Moi, je pense que le personnage qui illustre le plus ce changement de narration, aspect structurel, aspect individuel, au fil des saisons, c'est comment on raconte le personnage de Cersei. Alors pour décrire la personnalité de Cersei, je me suis fondé sur une vidéo de Alt Shift X. Il montre que Cersei, c'est un personnage qui est vraiment baigné, agi par les structures. Cersei, c'est d'abord un personnage empêché, une espèce de victime, qui ne peut pas vivre ses sentiments et son amour, parce que les normes sociales interdisent l'inceste, et son seul amour, c'est son frère jumeau. Sauf les Targaryens. Ah, mais c'est une exception. Hein. Et qui ne peut pas non plus vivre le pouvoir qu'elle a, puisqu'elle est sans cesse rabaissée, contredite, discutée en tant que femme. Elle n'est pas autant respectée que son père. Son père, c'est son modèle. Une fois qu'elle se retrouve au pouvoir, que ce soit avant l'arrivée de son père à Port-Réal ou après le décès de son père, elle est contredite, elle est empêchée parce qu'elle est une femme. Ça, c'est les structures qui agissent sur elle. C'est une femme, donc on limite son accès au pouvoir, donc on limite ses possibilités d'aimer, ce qui fait d'ailleurs qu'elle développe une espèce de misogynie intériorisée, où elle a énormément de mépris pour les autres femmes de la série. Ouais. L'autre aspect de sa personnalité, c'est l'aspect aussi structurel, comment dire, des nobles qui ont le pouvoir, c'est-à-dire qu'elle accède à une position de pouvoir parce qu'elle a un nom, le nom Lannister, parce qu'elle a une position. Elle est alors reine, puis reine régente, puis reine mère, etc. Alors qu'elle n'a pas de compétences particulières, parce qu'elle est quand même présentée comme moyennement intelligente. D'ailleurs, le développement machiavélique de Cersei dans la série est un peu étrange, puisque dans le livre, elle n'est pas... C'est ça, et justement j'y viens. C'est-à-dire que donc ces structures qui agissent sur elle la poussent à faire des choix qui ont ensuite des conséquences négatives. Laisser Ned se faire emprisonner puis se faire exécuter, ça pousse à une rébellion des Stark, donc les Lannister sont obligés de faire la guerre sur plusieurs fronts parce qu'il y a aussi Stannis. Sa haine complètement infondée de la famille Tyrell, qui sont pourtant ses alliés, la pousse à faire son erreur fondamentale, qui est de faire confiance à la foi militante pour arranger ses affaires. Tout ça parce que elle ne veut pas se remarier à Loras Tyrell, elle est prête à tout pour ça, parce elle en a eu assez du mariage, donc ça se comprend. Elle-même d'ailleurs le dit, elle n'a pas de sympathie particulière pour les fanatiques de la foi militante, mais ça l'arrange bien de les mettre au pouvoir, mais c'est une erreur, et ça a des conséquences terribles, son emprisonnement, son humiliation, et ce qui mène tout ça jusqu'à l'explosion du septuaire. Mais après ça, dans la saison 7, elle devient finalement même un leader, parce qu'elle arrive même à s'attirer la sympathie de certains nobles face à Daenerys. Ouais. Un leader charismatique, puissant et intelligent, c'est-à-dire même que la Banque de Fer est en admiration. Le trait du personnage est plus de bien s'entourer ou de faire des choix dans l'extrême urgence, et des choix qu'on a vus qui ne sont pas bons à long terme. Et son trait n'est pas forcément d'être un personnage machiavélique qui place ses pièces comme on nous la présente. Surtout, ça rend le personnage encore plus étrange parce qu'on nous la présente comme un personnage machiavélique, et puis tout d'un coup, on se rend compte à la fin de l'épisode 5 que, en fait, non, elle n'avait pas de plan. Il y avait rien, il n'y avait pas de plan. Elle n'avait pas de plan, et finalement, elle a fait des mauvais choix. Et d'autant plus que ce qui est marquant, c'est que son choix de mentir et de ne pas aller aider les armées nordiennes n'a aucune conséquence. Parce que oui, si l'armée Lannister y avait été dans le nord, ils auraient peut-être prolongé la trêve quelques semaines, mais Daenerys serait allée récupérer le trône quand même. Là, il n'y a aucune conséquence sur le fait qu'elle ait menti, et au contraire, même ça lui a profité. Parce qu'elle a pu se renforcer. Ça lui a profité, et en fait, pas du tout. Ça semblait lui profiter, mais en fait, ça c'est un faux twist, c'est une fausse trame qui est développée où on se dit ah, mais si Cersei a gardé ses armées et que le Nord gagne, ça avantage Cersei. Alors, pas du tout, ça n'a pas de conséquences. Cersei a gardé ses armées, voilà. Et ça change rien. Donc en fait, on a juste adapté le personnage à l'intrigue et d'abord concentré sur le charisme de Cersei pour ensuite, quand on n'a plus besoin d'elle, en refaire ce personnage pas si stratège finalement, qui perd à la fin. C'est vrai qu'il y a une dimension un peu, je sais pas si on peut dire féministe dans le livre de Martin, mais on a des personnages forts, on voit les personnages de Sansa, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils centrent sur des personnages féminins qui se développent différemment au milieu de toutes les contraintes dont elles sont victimes, c'est-à-dire Arya qui finit à partir qui tombe dans le, je vais dire avec les guillemets, dans le garçon manqué parce qu'elle n'a pas d'autre choix si elle veut devenir si elle veut se guerrière, démarquer, voilà. Sansa et Cersei,
où on voit leur évolution, la façon dont elles se contraignent pour pouvoir atteindre leur objectif. Daenerys... Marjorie, qui utilise une autre méthode. Olenna Tyrell, c'est ça, qui est aussi présenté comme un personnage extrêmement intelligent et qui, pareil, laisse au jardin non défendu contre les armées Lannister, contre ses propres armées d'ailleurs. Et c'est vraiment dommage en fait, cette transition de narration, parce que c'est quand même, surtout dans les productions hollywoodiennes, c'est quand même très rare ces narrations sociologiques. Si on veut chercher un autre exemple, il y en a un seul qui me vient en tête, parce que j'avais vu une vidéo là-dessus. C'est dans les productions des dessins animés. Alors je sais plus si c'est Pixar ou si c'est Disney, le dessin animé Wall-E. Oui, c'est Wall-E, Pixar. Pixar, et ben c'est une des rares productions destinées aux enfants où l'adversaire est une structure. Oui, d'ailleurs, allez voir Wall-E, ça c'est même à revoir quand on est adulte, c'est d'autant plus intéressant parce qu'on comprend. Il y a beaucoup de références à d'autres films. Bon, je passerai pas sur toutes les références à 2001, l'Odyssée de l'espace dans Wall-E, mais il y a pas mal d'autres références. Puis il y a une réelle profondeur, ce qui montre que faire un film pour les enfants, c'est pas faire un film bête. Hein. C'est ça. C'est justement, c'est peut-être même plus compliqué que faire un film pour les adultes parce qu'il faut savoir plus vulgariser en fait. Mais Wall-E, à revoir du coup. Et puis je finirai sur l'inconséquence des dialogues et sur le structurel avec les dialogues de la fin de l'épisode 6, qui n'ont plus aucun sens. Et je pense le pire, c'est Tully, ou Bran Tully qui se lève, moi le roi. Alors c'est très drôle, hein. Tully qui fait la blague alors qu'on sait très bien tout ce qu'il a fait, trahit sa famille. Puis Sansa qui le rabroue gentiment. C'est censé être une scène extrêmement puissante comme on aurait pu avoir au début de la saison 1. Genre, là, c'est comme s'ils étaient tous dans la salle du trône. Et là, ils discutent comme si c'était un pique-nique, puis ils disent bon, allez, on nomme lui roi, puis tout le monde, ok, c'est d'accord. Ça n'a pas vraiment de sens. Il n'y a pas de tension, puis Tarly, c'est très drôle la blague sur la démocratie, mais c'est une blague, c'est-à-dire on retrouve ce petit humour anglo-saxon, mais ça n'apporte rien. C'est des dialogues esthétiques en fait. Et finalement, quand il y a des bonnes structures, on n'a pas besoin de faire des personnages centraux qui deviennent indispensables au développement de l'intrigue. Hein. C'est Est-ce vrai qu'on conclurait pas sur une citation de Bertolt Brecht? C'est donc repris dans l'article de la sociologue qu'on avait cité avant. Je vous mettrai tous les liens en description d'ailleurs. Dans la pièce de théâtre transformée en opéra La vie de Galilée, le personnage de Galilée est donc condamné par l'Église pour ses écrits, et il charge son élève Andrea de mettre ses écrits à l'abri et de les diffuser dans le monde. Et au moment où Galilée donne ses écrits à Andrea s'exclame « Unhappy the land that breeds no hero ». Malheureux soient les pays qui n'engendrent pas de héros. Notez l'accent anglais d'ailleurs. Ce à quoi Galilée répond « No, unhappy the land that needs a hero ». Malheureux soit le pays qui a besoin d'un héros. Quand on a de bonnes structures, et donc dans la fiction, quand on développe les bonnes structures, on n'a pas besoin de créer des personnages qui doivent s'adapter, qui deviennent incohérents et qui deviennent indispensables à l'histoire. J'ai pas envie de revenir sur Hegel, mais c'est le grand homme de Hegel qui guide l'histoire quand elle ne va plus dans le bon sens. C'est les Russes de l'histoire, les grands hommes, là, les Napoléons. Et ben on se rend compte que les grands hommes, on n'en a pas besoin quand de toute façon les structures dirigent de toute façon l'histoire et que la trame est guidée par les structures. Après, là, on arrive un peu plus vers la conclusion, donc je dirais qu'il faut quand même un peu relativiser ce qu'on a dit dans le sens, il y a beaucoup de mauvaise foi. Enfin, en fait, j'utiliserai l'expression d'horizon d'attente. Je pense que cette dernière saison et la saison 7 nous ont plus déçus parce qu'on avait un horizon d'attente qui était un certain spectacle, qui était celui des structures, des complots, pas des intrigues, mais du développement tel qu'on l'a connu. Et on a finalement eu le droit à un spectacle plus hollywoodien, plus spectaculaire, avec une fin convenue. Donc on a plus été déçus par rapport à ce qu'on attendait. Pas parce que le show est mauvais en soi, c'est-à-dire... il faut qu'on le souligne, c'est quand même incroyable ce qui est fait sur la fin. Pour une série télé, surtout. On n'est pas sur une production cinématographique. Et puis, il faut souligner aussi qu'il y a une diégèse dont tout le monde, tous les spectateurs s'en sont emparés, même ceux qui ont juste vu la série. Il y a le jeu de société, il y a les jeux de rôle, il y a tout un univers, les gens se sont emparés, ont théorisé cet univers, un peu comme dans les Star Wars, où il y a un tel univers étendu que les gens ne peuvent pas se contenter d'un simple épisode 7 avec J.J. Abrams. On est un tel univers étendu, on a tellement théorisé la fin, que quoi qu'il arrive, je pense que la fin nous aurait quand même un peu déçus, de toute façon, quoi qu'ils aient choisi. Surtout s'ils choisissent la même fin qu'un fan, on se serait dit, ouais, mais ça, je l'avais déjà vu venir. Après, il y a eu tellement de théories qu'on ne pouvait plus faire de fin surprenante. Bon. Mais je pense qu'ils auraient quand même objectivement pu faire une meilleure fin. Oui, c'était très mal amené. Hein. En fait, le retournement, c'est pour ça, je dirais pas la fin était mauvaise, non pas parce qu'elle était prévisible,
la fin est imprévisible, mais parce qu'elle est incohérente. C'est plus ça qui pose problème. Et pour finir, je vous rappellerai juste que les scénaristes, ils écrivent sous une contrainte qui est énorme, c'est-à-dire, là je vous rappelle que OCS, ils jouaient leur dernière carte avec Game of Thrones, hein, c'est pas True Detective qui a fait, qui est pourtant la saison 3 était pas mal, mais elle a pas fait un succès, ou c'est quoi, c'est Westworld, qui pareil est une très belle série, mais qui n'arrive pas à monter en termes d'audience. Donc OCS, avec Game of Thrones et avec les préquels prévus, abat ses dernières cartes, et je rappelle que les scénaristes, ils ont des contraintes budgétaires, selon leur choix, ça a coûté plus ou moins cher, ils ont des contraintes temporelles, ils ont des contraintes en termes d'acteurs qui veulent pas jouer ça, ou qui veulent pas faire ça, ou qui veulent faire ça, ils ont des contraintes, quand je dis temporelles, c'est même en termes de durée d'épisode, puis aussi en termes de durée d'écriture. C'est-à-dire que là où les fans, ils ont théorisé sur plusieurs années, 24 heures sur 24, les scénaristes, ils ont que quelques mois. Hein. Quand ils ont scénarisé le truc, ils s'arrêtent et ça part en tournage. Hein. Et puis, contrairement à ce que les fans ont semblé entendre, ils sont très sensibles au feedback. C'est-à-dire qu'ils sont pas insensibles aux critiques des fans. Et quand ils sont en train d'écrire, ils doivent s'imaginer, alors quelle fin, c'est pas seulement quelle fin serait bien pour les personnages, mais quelle fin serait bien pour le grand public, quelle fin serait bien pour les fans. Contrairement à Martin d'ailleurs. Martin qui a dit que... il ne regardait aucune fanfiction, aucune proposition de fans pour ne pas se dévier de ce que lui a prévu et de ses développements de personnages. Mais Martin, il peut se le permettre parce que Martin, il a une certaine légitimité. C'est le père de l'univers. En fait, quand les fans se sont emparés de la diégèse, ils ont fait de ce jardin leur jardin avec celui de Martin. Donc, quoi que Martin fasse, ça pourra peut-être décevoir les fans, mais les fans l'admettront parce que c'est Martin. Alors que les scénaristes, surtout qu'il y a des changements de scénaristes, c'est des étrangers, ils sont perçus, ils sont illégitimes dans ce jardin. Ils arrivent, et quoi qu'ils fassent, ils n'ont pas la légitimité d'écriture, de pouvoir proposer des choses, de nouveaux personnages même. Ils peuvent pas vraiment inventer de nouveaux personnages, parce qu'ils l'apporteraient là, ils se feraient immédiatement descendre. Donc c'est pour ça qu'ils ont un ressenti, ce sont aussi des êtres humains, et pas de simples robots. Donc là, voilà, c'est fini. Est-ce que tu as peut-être un dernier mot à rajouter Un dernier mot, vivement la sortie du livre. Espérons qu'il arrive à sortir les livres. Hein. Est-ce qu'il y aurait une réadaptation, une nouvelle version de la série une fois les livres terminés? Ouais, un peu comme Le Seigneur des Anneaux, ça me fait peur ça. Je sens venir une réadaptation du Seigneur des Anneaux un jour ou l'autre. Bah, d'ailleurs, il y a le film sur Tolkien qui est sorti, mais... Et du coup, ils ont annoncé un préquel, c'est sur les marcheurs blancs, apparemment, sur les enfants. J'aurais préféré sur la danse des dragons. Je le sens pas du tout ce préquel parce que ça va partir en grosse fantasy, je sens. Alors que sur la danse des dragons, ça pourrait plus partir en explication de... Moi, j'aurais fait plutôt sur l'histoire, sur la guerre entre Robert Baratheon, Ned Stark, Jon Arryn... Martin avait expliqué que ce serait inutile de faire un spin-off comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il a dit que d'ici la fin des livres Game of Thrones, les spectateurs, les fans, sauront tout ce qu'il y a d'important à savoir sur la rébellion de Robert, et qu'en fait du coup il n'y aura plus aucune intrigue à explorer avec aucun retournement. D'ailleurs j'ai trouvé quelques vidéos que je mettrai en description sur les batailles, sur ces batailles de cette guerre, parce qu'il y a pas mal de gens qui les ont expliquées, comment ça s'est déroulé. Donc voilà, donc là la vidéo elle est finie, donc je vous remercie d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo, c'est très gentil à vous. Hein. Je te remercie JR d'être venu pour nous parler un peu de Game of Thrones. Merci de m'avoir proposé. Voilà, et quant à nous, on se retrouve une prochaine fois sur les horizons infinis du net. À la prochaine, ciao. Salut.